Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier journal du mois de novembre. Et oui, et voici les titres. Plus 85% de chiffre d'affaires sur le dernier semestre à la SBM par rapport à l'année dernière, mais moins 24% par rapport à il y a 2 ans alors que nous ne vivions pas cette crise sanitaire. Voici les derniers résultats de la Société des Bains de Mer. Avec nous pour en parler, Jean-Luc Biamonti. 30% de la mer Méditerranée transformée en aire marine protégée dans moins de 10 ans. Voici l'objectif du 3e forum des aires marines protégées en Méditerranée, qui se tient en ce moment sous forme hybride, entre présentiel et en ligne, avec près de 300 participants. Joséphine Baker est entrée au Panthéon cet après-midi. Nous connaissons les liens étroits qu'elle avait avec la principauté à la fin de sa vie, au point d'être enterrée ici à Monaco. Eh bien, le Monsieur Musique de France Télévisions sera avec nous. Alex Jaffré anime une soirée ce mardi au Bar Américain en l'honneur de cette femme exceptionnelle. La journée des droits de l'enfant a été célébrée au Grimaldi Forum lundi. De nombreux élèves de la Principauté étaient présents à cet événement, dont la plus vieille écolière du monde, Gogo. Un film a été projeté sur cette Kenyane âgée de 94 ans, élève de CM2 au moment du tournage du documentaire en 2019. Et enfin, nous écouterons la créatrice de la marque de vêtements Alter, Pauline Ducruet, à propos d'un défilé caritatif au profit des associations Fight Monaco et Écoute Cancer Réconfort. L'événement se déroulera mercredi soir au niveau du tunnel Riva sur le quai Antoine Ier. Débutons ce journal, comme je vous l'ai dit, avec les derniers résultats de la SBM et les perspectives d'avenir avec son président. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de dévoiler le résultat du premier semestre de l'exercice fiscal de la SBM qui va d'avril 2021 à septembre 2021. Qu'est-ce qui ressort de cet exercice ? Écoutez, ces 6 mois ont été assez différents les uns des autres, en fait, parce que les 3 premiers mois sont difficiles, et notamment le Grand Prix a été assez difficile. En revanche, après, à partir du fin juin, juillet, août, septembre, la tendance était bonne, voire très bonne. Ce qui fait qu'au global, on fait un semestre bon, puisque par rapport à l'année dernière, alors vous me direz l'année dernière c'était un peu particulier, bien sûr. Par rapport à l'année dernière on fait plus 85%, mais chose intéressante et ce qui prouve qu'on s'est mis dans de bonnes positions pour profiter de la reprise, on fait à peu près le même résultat opérationnel sur les 6 mois de cette année par rapport aux 6 mois de 19 qui étaient beaucoup mieux. C'est clairement l'été qui sauve le semestre. C'est l'été et l'impact des plans de restructuration et toutes les mesures d'économie que nous avons prises au cours de cette crise qui fait que la société, je crois, est dans de très très bonnes positions, dans une très bonne position pour profiter de la reprise, si reprise il y a et si on ne retombe pas dans la Xème vague. Le ministre d'État nous expliquait la semaine dernière sur ce plateau qu'il souhaitait étendre le pass sanitaire à certains salariés en contact avec des clients, avec de la population. J'imagine que ça peut concerner aussi la SBM, évidemment. Certainement, même en premier chef. On a publié aujourd'hui une note auprès du personnel en disant que nous travaillions en étroite collaboration avec le gouvernement et puis en fonction des décisions du gouvernement, nous les appliquerons à la SBM. Mais bien entendu, on a mentionné au gouvernement les quelques difficultés d'application que cela représenterait, mais si c'est décidé ainsi, on le fera. Quelles difficultés, par exemple ? C'est toujours les mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner et si on applique la règle stricto sensu, ces gens-là ne peuvent pas venir travailler. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques pas encore. Philosophiques. Non, mais on n'y est pour rien. Enfin, oui, bien sûr. Il y a une situation à l'escalier. Le gouvernement, à ce jour, a extrêmement bien géré la crise sanitaire dans ce pays. Il faut quand même qu'on se fasse un peu tous confiance et que s'ils nous demandent de faire quelque chose, on va le faire. Comment vous abordez l'année 2022 avec toutes ces incertitudes, ce nouveau variant, cette 5e vague ? Pour le moment, alors nous, avant même de parler de l'année 22, on a les fêtes de fin d'année, et on est prêt. Est-ce que ça se passera plus ou moins normalement ? On l'espère. À ce jour, enfin moi, tout ce que j'entends, je n'ai pas docteur, hein, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de gens vaccinés qui ont de gros problèmes. Et donc, on commence les fêtes de fin d'année avec le 2 décembre, on ouvre une nouvelle initiative. On a fait un chalet sur l'avenue de Monte-Carlo où on proposera les plats signatures de tous nos chefs du resort. Et donc, si vous les commandez la veille, vous pouvez ensuite, on peut s'arrêter devant en voiture, récupérer sa blanquette de veau ou son œuf mollet de Marcel Ravin. Et tout ça, pendant les fêtes, on aura ça. On a une dégustation de chocolat chaud de la manufacture d'Alain Ducasse dans le patio. Et pour le 31-12, les fêtes habituelles, le décompte sur la façade du casino et les Jackson 5, 55e anniversaire. C'est beau. Les Jackson 5 au Sporting d'hiver, Sporting d'été, pardon, et c'est déjà plein.
Oui, on peut dire effectivement que ces fêtes de fin d'année devraient être festives avec la SBM. S'il n'y a pas de contraintes particulières. Vous savez, pour la société, la semaine qui va du 27 décembre, pas le 25, c'est une fête familiale, mais juste après 26, 27 et les 7-8 jours qui suivent, c'est la plus grosse semaine de l'année. Et tout compris, hôtel et casino. Donc c'est une semaine, c'est plus que la semaine du 15 août. Donc c'est une semaine importante, on espère qu'on arrivera à la sauver. Puis vous avez des projets en termes de transition numérique? Oui, on fait beaucoup d'efforts. On a eu dans le dernier conseil d'administration, d'ailleurs, Frédéric Ginta, monsieur numérique de la Principauté, est venu faire un exposé, a vu où on en était. On avance beaucoup. On a 2 gros projets. Un qui est déjà mis en place, qui est le Casino Management System, le CMS, ce qui fait qu'on peut suivre tous les joueurs à tout moment, comment il s'est déplacé dans le casino, à tout moment. C'est monsieur Untel qui est à tel endroit, il a joué ces derniers jeux. Enfin, c'est très très digitalisé et ça nous aide beaucoup dans le suivi du client. Et on met en place, alors on a fait tout le travail de fond, mais on vraiment met en place le Customer Relationship Management, le CRM, en janvier, où là, le suivi du client, il sera sur l'ensemble du resort. Pas que les jeux, mais le client de l'Ermitage, le client des jeux. Et c'est l'objectif qu'on a dans cette société, c'est d'essayer de travailler le plus possible comme une entité et pas les casinos d'un côté et les hôtels de l'autre. Et quand je dis ça, dans les casinos, vous avez les machines, les appareils automatiques, les jeux de table, les hôtels, vous avez l'hôtel de Paris. Donc il faut que tout ça travaille le plus possible ensemble. On fait de vrais progrès et cette digitalisation est un outil très très important pour y arriver. Ça nous aide à accélérer le mouvement. Je voudrais que l'on termine sur la qualité du travail des salariés de la SBM et puis de l'importance des femmes au sein des casinos. Oui, chaque année, le European Casino Association donne des bourses pour pouvoir faire des études dans l'université du Nevada. Et cette année, c'est Johanna Petit qui a gagné. C'est beau de voir qu'un organisme qui est au-dessus de nous, une entité européenne, lui a accepté sa bourse. Et puisque nous parlons des jeux, je vous donne une autre information importante, c'est que on avait dit déjà que nous ouvrions une école de jeux pour se préparer à l'été prochain, puisque vous m'avez parlé de l'année 22, on espère que l'année 22 sera très bonne. On a besoin de plus de croupiers. Et donc, on a ouvert une école de jeu. On pensait faire une école, je crois que je vous l'avais déjà dit dans un précédent interview, de l'ordre d'une douzaine. Et là, on a eu beaucoup de demandes. On a des candidats qui nous semblent d'une bonne qualité. Et je pense qu'on va... Enfin, pas je pense. On a décidé d'augmenter la taille de l'école et on fera une école d'une vingtaine de candidats. Voilà donc pour l'année 2022. Jean-Luc Biamonti, merci. Merci. Nous avons parlé entre autres de la crise sanitaire avec Jean-Luc Biamonti, Vanessa Dessy. Comme chaque semaine, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à la semaine dernière. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur les patients résidents et non résidents entre le 22 et le 28 novembre est de 5450 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 4,86%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur la base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 453,72. Compte tenu de la saturation du standard téléphonique du centre Covid, nous vous conseillons, pour faciliter votre prise de rendez-vous, de vous orienter vers le site internet covid19.mc afin de demander à être rappelé. Max Biaggi et la marque de moto électrique Voxan ont décroché 21 records du monde de vitesse aux États-Unis. Et ces performances ont été réalisées entre le 18 et le 23 novembre dernier. Et c'est ce lundi que le plus convoité des records du monde inscrit au programme a été battu, avec précisément 455,737 km/h. Max Biaggi et la Voxan Wattman ont accroché à leur palmarès le prestigieux record du monde de vitesse en catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kg. Conformément au règlement de la Fédération internationale motocycliste, la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée après un départ lancé sur 1 km aller, puis 1 km retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Le 19e Golden Foot Award, cérémonie de remise des prix du meilleur footballeur, s'est déroulée hier.
Alors que Lionel Messi a décroché ce lundi soir à Paris le 7e ballon d'or de sa carrière, Mohamed Salah remporte le 19e Golden Foot Award, attribué seulement à un footballeur en activité qui a 28 ans révolus. Il est le seul prix au monde qu'un footballeur peut gagner seulement une fois dans sa carrière. Le Golden Foot Legend Award 2021 revient quant à lui à Daniele Alves, Paolo Maldini, Günther Netzer, Gabriele Oriali et Kelly Smith. Le Golden Foot Prestige Award est attribué à Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football. On reste dans le domaine footballistique avec le prochain déplacement de l'AS Monaco. Les Monégasques se déplacent à Angers ce mercredi à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Une conférence de presse d'avant-match avait lieu ce mardi matin. Je vous propose justement d'écouter le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi. C'est vrai qu'on est tous très déçus du résultat face à Strasbourg. Donc, dès demain, il faudra se rattraper à Angers, qui n'est pas un adversaire facile. C'est une équipe qui tourne très bien en ce moment et c'est toujours difficile d'aller prendre des points là-bas. Chaque match, on va prendre les 3 points. Donc, si vous faites le calcul, vous aurez le nombre qu'on veut avant la trêve. On veut grappiller des points, des places au classement. Donc, à nous de mettre les ingrédients, même si ça va pas être facile parce que les équipes qui sont devant nous tournent bien aussi, mais on doit se concentrer sur nous-mêmes. Chaque adversaire n'est pas non plus stupide, donc voilà, et je pense qu'on est étudié et à nous de contrarier cela. Et le coach, c'est une personne très intelligente, donc avec son staff, il nous donne toutes les billes nécessaires pour pouvoir déjouer les plans de nos adversaires. Le rendez-vous pour les Rouges et Blancs est donc fixé ce mercredi à 19 h avec un déplacement sur la pelouse du Stade d'Angers. Un match important, Angers n'a que 2 points d'avance sur Monaco au classement. Merci Vanessa, on se retrouve dans quelques instants. Depuis lundi se déroule le Forum des aires marines protégées de Méditerranée, un événement pour finaliser la feuille de route visant les 30% d'aires marines protégées en Méditerranée d'ici 2030. Un reportage de Juliette Rappert et Lionel Bernardi. C'est sous un format hybride, en présentiel ou en ligne, qu'agences nationales, gestionnaires d'aires marines protégées, scientifiques ou encore acteurs économiques se réunissent pour échanger et trouver ensemble des solutions aux défis auxquels sont confrontées les aires marines protégées, lieux en mer placés sous protection en raison de leur importance écologique. On a l'information de où sont ces zones les plus importantes qu'il faudrait protéger, mais après, il faut aller au-delà des enjeux qu'aujourd'hui nous empêchent de faire cette protection. Donc comment les faire? Chacun a ses responsabilités, certains c'est à apporter l'information pertinente, d'autres c'est à faire un planning qui vraiment identifie ces zones et les délimite, et d'autres c'est justement à déclarer ces zones comme protégées, agir d'une manière coordonnée pour que ces actions finalement nous mènent à prendre soin de la Méditerranée et à protéger sa biodiversité. Aujourd'hui, les AMP représentent 8,33% de la Méditerranée. Ce forum est donc l'occasion de finaliser une feuille de route pour l'après 2020, pour un objectif de 30% de couverture en 2030. On est arrivé à 9% et encore les 9% ne sont pas toutes nickel et parfaitement gérées. Donc il y a un effort d'abord d'amélioration de la gestion et en même temps amélioration de la couverture. Donc c'est vraiment un défi très important. Si tous les intervenants et ceux qui utilisent et qui exploitent durablement ces ressources-là prennent leurs responsabilités ou prennent la part qui leur revienne, je pense qu'on pourra y arriver. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au musée océanographique en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, fervent défenseur des océans. Elle est entrée cet après-midi au Panthéon, même si sa dépouille restera logiquement en principauté. Joséphine Baker a marqué l'Hexagone dès la fin des années 20, au départ avec une carrière de danseuse de music hall. Joséphine Baker était également une résistante, une militante pour les droits civiques. Eh bien, nous recevons pour parler de cette grande dame qu'était Joséphine Baker, le monsieur musique de France Télévisions. Alex Jaffray, bonsoir. Bonsoir. Un bel hommage est rendu à Joséphine Baker à Monaco ce mardi soir au bar américain. Parlez-nous de cet hommage auquel vous participez.
D'abord, j'étais très touché par cette invitation, et deuxièmement, ça m'a permis de rentrer, d'aller un peu plus profondément dans la vie de Joséphine Baker. C'est une vie de roman, c'est un truc incroyable. Enfin, je veux dire, évidemment, on connaît tous la ceinture banane, son implication pendant la guerre, etc. J'ai deux amours, mais moi, je ne savais pas qu'elle avait tenu un discours à côté de Martin Luther King à Washington. Enfin, des histoires incroyables. Franchement, c'est une vie de roman. Et qu'est-ce que vous inspire justement Joséphine Baker? Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter à propos de ce personnage? D'abord la générosité, comme tous les grands de ce monde, un parcours inouï. Elle est partie à New York à 13 ans pour aller à Broadway dans un musical, mais elle était trop jeune, trop maigre, sauf que quelqu'un l'a regardée et dit mais elle est très drôle avec ses yeux qui roulent comme ça, sa façon de loucher et de bouger, elle est très rigolote. En fait, voilà, elle était danseuse, on lui demandait pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, le rebond, quelqu'un crée une revue aux Folies Bergères et lui dit viens à Paris. Puis elle croit Sidney Bechet, il lui dit ne t'inquiète pas, les Français ne feront pas attention à ta couleur de peau. Et puis voilà, en fait, c'est une suite improbable de rencontres et d'ondes radieuses qui font que Joséphine Baker est unique. Que retenez-vous en priorité justement? La chanteuse, la danseuse, la militante, la résistante, sans oublier la maman d'ailleurs? Je dirais la maman, cette envie d'avoir justement cet univers, cet arc-en-ciel. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup plus tard, Nelson Mandela a utilisé les mêmes mots que Joséphine Baker pour parler justement de cette famille unie, sans distinction de couleur, de religion, de race, et ce côté arc-en-ciel. Je trouvais ça très joli. Et puis surtout cette énergie positive, c'est-à-dire que dans tous les moments de sa vie où il y a eu des hauts, des bas, parce que évidemment on oublie, on a l'impression que ça a été rayonnant tout le temps, il y a eu des moments très compliqués. Je pense principalement à cette dernière partie de vie où la princesse Grace a lié cette amitié incroyable qui a permis d'avoir ce rebond. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, c'est un exemple de quand vous pensez que tout est perdu, finalement, il y a toujours une petite lueur, il y a toujours une onde radieuse, quelque chose que vous n'aviez pas remarqué, et ça redémarre. Quelles sont les anecdotes que vous avez sur Joséphine Baker? Beaucoup de choses. Le fait que Vincent Scotto lui ait écrit des chansons. Vincent Scotto qui a écrit après tellement de tubes, c'est une usine à tubes, Vincent Scotto, pour Chevalier ou Tino Rossi, et qui lui a écrit Ma Tonkinoise et évidemment J'ai deux amours. Et je pense que quand on est extrêmement positive et extrêmement généreuse, d'un seul coup, l'univers vous renvoie quelque chose. Et elle a des rencontres qui fait que, voilà, Vincent Scotto qui lui écrit J'ai deux amours, il n'y a pas de chanson qui peut mieux représenter finalement l'ensemble de la vie de Joséphine Baker, avec ces deux pays, avec ces deux cultures, avec ce métissage. Tout est dedans, en fait, et l'ensemble de sa vie est lié comme ça à des magnifiques rencontres. Elle est enterrée à Monaco, Joséphine Baker. Son amie la princesse Grace, vous l'avez dit, l'a beaucoup aidée à la fin de sa vie. Pour vous, c'était important que sa dépouille reste à Monaco, même si elle est désormais au Panthéon? La dernière demeure est importante et représente aussi affectivement quelque chose de fort. Je pense que c'est important que Joséphine Baker soit enterrée à Monaco. Et enfin, Joséphine Baker au Panthéon, qu'est-ce que ça vous inspire? Incroyable, je crois que c'est seulement la 6e femme qui rentre au Panthéon, et c'est surtout la première artiste, ce qui est incroyable, la première artiste. Je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère, en fait. Alex Jaffray, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est toujours un plaisir de vous avoir en invité. C'est gentil, merci beaucoup. Plaisir partagé et réciproque. Merci. On reste dans le domaine musical. On vous retrouve, Vanessa, et vous allez revenir sur le concert de Gregory Porter d'hier au soir. Oui, dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival, la programmation proposait 7 dates, dont Gregory Porter qui se produisait sur la scène de l'Opéra Garnier ce lundi soir. Grande voix du jazz, Gregory Porter a interprété notamment les morceaux de son 6e album All Rise, qui marque un retour aux compositions originales du baryton qui adore les textes imprégnés de sensibilité, mêlant jazz, soul, blues et gospel. Prochain concert ce soir 20h30 avec entre autres le pianiste Chucho Valdés. La Fondation Flaujac a organisé sa traditionnelle soirée caritative hier à la brasserie.
Créée en 2012, la Fondation Cédric et Christophe Flojac a pour mission d'aider les enfants dans le besoin ou de participer au développement scolaire, artistique, culturel et sportif de jeunes dépourvus de moyens. Cette année, la soirée caritative et la grande tombola étaient de retour après une année blanche due à la pandémie. Un événement qui a rassemblé près de 150 personnes, dont de nombreux athlètes et partenaires. Une soirée qui aura permis de présenter 4 athlètes soutenus cette année, Théo Andan, Lucas Catarina, mais aussi Ambre Baillet et Olivia Michelier. Prochain événement au calendrier de la Fondation, le Winter Rendez-vous, une course de ski. Avec le mois de décembre qui arrive, ayons une pensée pour nos aînés monégasques. Et oui, dans cette ambiance de Noël qui se rapproche de plus en plus, les adhérents de l'Amicale des aînés monégasques pourront retirer leurs friandises de Noël au foyer Régnier 3 le mardi 14 décembre de 14h30 à 17h. L'occasion pour les aînés de perpétuer la tradition en principauté. Des aînés monégasques, on passe aux plus jeunes. Hier au soir, la journée des droits de l'enfant a été célébrée au Grimaldi Forum. De nombreux élèves de la Principauté étaient présents à cet événement, tout comme le prince souverain et ses enfants. Voyez ce reportage de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. C'est dans une ambiance festive entre musique, ballons, bulles et montgolfières que les enfants et leurs familles ont été accueillis sur le parvis du Grimaldi Forum pour fêter la journée des droits de l'enfant. Chaque année, des objets et accessoires sont réalisés par les écoliers de Monaco et vendus au profit des enfants défavorisés du monde entier. Une manière de nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que les droits des enfants soient mieux respectés partout à travers le monde. Les inégalités sont nombreuses et les chiffres donnent le vertige. 1 milliard d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Des centaines de millions d'enfants sont soldats, tandis que d'autres travaillent, vivent dans la rue, meurent de faim ou sont victimes de sévices sexuels. À ce jour, plus de 120 millions de petits n'ont toujours pas accès à l'éducation. C'est pourquoi Gogo, une Kenyane âgée de 90 ans, s'est lancé le défi d'aller en classe pour la première fois de sa vie. Une leçon de courage pour éveiller les consciences et qui a été mise en lumière dans un documentaire touchant et présenté hier soir au Grimaldi Forum en présence de Gogo, la plus vieille écolière du monde, mais aussi du réalisateur Pascal Plisson. Gogo est un personnage exceptionnel parce qu'elle est née en 1923. À cette époque-là, l'école était interdite aux filles et donc elle a été sage-femme pendant 65 ans. Et à 90 ans, en fait, quand elle s'est rendue compte que ses propres arrière-petites-filles n'allaient pas à l'école, ça l'a rendue folle. Elle a dit, puisque c'est comme ça, moi qui suis illettré, je vous accompagne en primaire. Et elle est rentrée à l'école à 90 ans. Et moi, je l'ai rencontrée quand elle avait 94 ans, sur son année de CM2, sur sa fin de CM2, où je l'ai suivie pendant 1 an jusqu'à son diplôme. Et j'ai passé une année extraordinaire avec Gogo, qui était un exemple pour nous tous. Grâce à Gogo, en fait, plein de jeunes filles maintenant vont à l'école. Alors à l'école, elle a appris à parler le Kiswahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Et puis elle apprend à parler anglais, à compter. Et elle est à l'internat aussi, donc elle est dans un dortoir de 150 filles en uniforme. Tous les matins, elle se lève à 6h30 pour aller au petit déjeuner, comme tous les élèves. Et donc c'est devenu un peu la mascotte de l'école. Et toutes les jeunes filles de son âge souhaitent avoir des meilleures notes qu'elle. Et quand elles ont des notes plus basses, elles ne sont pas très contentes. Dans ce documentaire, on y voit Gogo, mère de 3 enfants, partager les bancs de l'école avec des maîtresses et des élèves qu'elle a fait naître. Durant plusieurs années, Gogo a étudié avec assiduité auprès de ses jeunes camarades de classe, en se donnant pour mission de dire à tous les enfants du monde, surtout aux filles, que l'école sera leur force et leur richesse, alors de tout faire pour y aller. Gogo prouve ainsi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est une très belle leçon de vie. La marque de vêtements Alter propose un défilé caritatif au profit des associations Fight Aids Monaco et Coup de Cancer Réconfort. L'événement se déroulera mercredi soir au niveau du tunnel Riva, sur le quai Antoine Ier. Un défilé autour du thème de la confiance et l'estime de soi. Alexandra Pani et Lionel Bernardi se sont rendus à la séance d'essayage ce mardi matin. On écoute Pauline Ducruet, la créatrice de la marque. Là, on est en train de faire les essayages pour le défilé. Donc, on met chaque tenue pour chaque personne. Donc, c'est un défilé qui est au profit de Fight AIDS et Coup de Cancer Réconfort. C'est une idée qu'on a eue il y a quelques mois avec les 2 associations. Et donc là, c'est la concrétisation de ce projet. Ce ne sera pas des mannequins classiques, mais je laisse la surprise. Il faut s'adapter un petit peu à chacun, à chacune, à leur personnalité. Et moi, vraiment, le but, c'est que chacun se sente le plus à l'aise possible et le plus eux-mêmes possible.
Après le défilé, on aura un pop-up store au tunnel Riva et donc une partie des bénéfices seront reversés aux deux associations. Pensez à réserver vos places pour assister au défilé. Les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux des deux associations caritatives et de la marque Alter. Et sachez, puisque ce défilé caritatif est en partie au profit de l'association Fight-Aids Monaco, que nous recevrons la princesse Stéphanie dans le journal de demain à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce mercredi, Vanessa ? Eh bien Fabien, une belle journée nous attend, malgré quelques passages nuageux insignifiants. De temps à autre, des rafales pouvant atteindre 32 km/h traverseront le pays. Les températures oscilleront de 8 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 16h56 et nous fêterons les Florences. Merci Vanessa. Il commence à faire plus froid, le marché de Noël s'installe, la patinoire va bientôt ouvrir ses portes. Ça sent l'arrivée de Noël. Eh bien, les photos du jour de Michael Alési sont consacrées aux décorations dans les vitrines. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mercredi à 19h. Merci pour votre fidélité. À demain.